Alors, je vais repasser la parole à la salle. Monsieur, alors il y a monsieur ah non, monsieur, je prends trois parce que ça a beaucoup, et il y a Nicole, je n'ai pas oublié, donc il y a deux étudiants. Monsieur, vous avez la parole en premier, vous l'avez demandé dès le départ. Ensuite, ce sera monsieur Cameron, ensuite c'est vous, je vous ai vu, ensuite c'est Nicole qui conclura. Merci. Une question brève sur l'arme laser comme antimissile. Poutine en a reparlé dans son discours du 1er mars. Les États-Unis n'ont pas arrêté le programme. Qu'en est-il en Europe et en France sur l'arme laser de puissance? Merci beaucoup. On fait des questions courtes. Vous avez la parole. Merci. Merci pour vos interventions. Donc, comme vous l'avez rappelé, la France présente la défense antimissile comme capacité défensive complémentaire à la dissuasion nucléaire. Je suis peut-être à côté de la plaque sur ma question, mais ne pensez-vous pas que ce programme qui fait l'objet d'une constante ascension, notamment entre États-Unis, Russie et Europe, ne finisse par perdre son caractère défensif de par les moyens mis en œuvre et le choix de sites utilisés, comme notamment, je pense, me semble-t-il, au deuxième site de défense en Pologne qui devrait être terminé cette année. Ainsi, sur le long terme, l'enjeu de la défense antimissile ne finirait-il pas par devenir plus économique que militaire? Merci. La parole est là-haut. Vous avez le micro. Et après, on le redescend ici, monsieur. Monsieur sera très contrarié si vous ne donnez pas le micro. Bonjour messieurs, Rodolphe Roubela, étudiant en master GPS. Je vous remercie pour votre participation qui est extrêmement intéressant et en plein dans mon mémoire. Enfin, c'est plus dans les années 50-60, mais tout de même. Tous ces compliments, mais posez votre question. Oui. Je voudrais savoir aujourd'hui l'impact des pays d'Europe centrale que l'URSS a désormais perdu, il faut le dire, et dans le fonctionnement, dans la stratégie de l'OTAN, tant d'un point de vue militaire que d'un point de vue industriel, parce que vous avez dit que c'était plus compliqué d'installer des missiles en Pologne. Par contre, des bombardiers, ou des troupes conventionnelles pouvant faire front, ça pourrait être assez efficace. Merci. Nicole ? Oui, moi j'ai une question sur le contrôle international ou la régulation internationale concernant tout cela. Est-ce que vous avez raconté sur le fait que les Chinois, les Russes peuvent vendre des armes à la Turquie? Tout ça me laisse à penser que c'est quand même un grand bazar. Et donc, ma question est, en matière de missiles, le traité ABM est mort, d'une certaine façon. En matière de missiles balistiques, le MTCR ne concerne que quelques pays, et c'est même pas obligatoire. Donc j'ai l'impression que tout le monde a le droit de faire des missiles balistiques, y compris l'Iran. Donc là, je comprends plus pourquoi on veut lui interdire de faire des missiles balistiques. Et tout le monde a le droit de faire de l'antimissile. Alors ma question est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Et est-ce que ça peut changer? Très bien. La première question, les armes et l'énergie dirigée. L'un ou l'autre. Juridiquement, l'espace commence à 100 km. Toute interception exo-atmosphérique par un laser de puissance ou pas signifie la militarisation de l'espace qui est contraire aux traités internationaux et à la position française. Vous voulez rajouter quelque chose? C'était pas... 100 km. Non, j'ajouterais simplement, mais on est à front renversé, oui, que d'un point de vue industriel et technologique, c'est une chose de développer un laser de puissance en labo ou dans un labo industriel ou de la DGA, c'est une autre chose de pouvoir le déployer, a fortiori, sur une plateforme qui puisse se rapprocher suffisamment de la menace. Les États-Unis ont injecté au moins des dizaines de millions de dollars dans le laser aéroporté, sur le cadre d'un 747, avec assez peu de succès, à tel point qu'ils ont arrêté le programme. Donc, si je poursuis sur l'aspect technologique, les sources laser de haute puissance ne sont pas aujourd'hui disponibles en Europe. Elles sont disponibles aux États-Unis. Elles sont évidemment liées à la réglementation ITAR. Et un des enjeux majeurs en Europe est de développer des sources laser haute puissance ITAR-free.
Alors, ITAR, c'est une réglementation américaine qui fait que, en particulier, le contrôle des exportations des équipements fabriqués en France qui comportent un composant américain soumis à cette autorisation fait que notre exportation est de facto, même si c'est un tout petit équipement, même si c'est un composant électronique, soumise à la décision ou à l'approbation américaine et quelquefois à l'interdiction. On l'a connu et encore récemment. Alors, votre question, vous, c'était de dire, au fond, est-ce que désormais le débat, il était comme ça quand même dès le départ, hein, est-ce qu'il ne dévie pas sur la problématique budgétaire, financière, économique, de domination économique aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est quand même un ingrédient qui était là dès le départ de tous les débats, non? Surtout si on prend la perspective de ce qu'a été la SDI, pardon, qui a été un moyen d'assécher les budgets soviétiques et d'une certaine manière aussi de prélever une part significative sur les budgets des alliés de l'OTAN. Approche qu'on a vue également avec le F-35. Mais est-ce qu'elle n'est pas plus efficace aujourd'hui? C'est même l'inverse, je dirais, non? La capacité de préemption budgétaire, financière, économique, notamment pour des programmes américains autour de la défense antimissile. Oui, aujourd'hui sur la défense antimissile, c'est limité. C'est limité. Alors vous, votre question, c'était pareil, si j'ai bien compris, hein, vous me permettez de reformuler un peu, c'était l'idée qu'au fond, la défense antimissile a servi d'une certaine manière à être un marqueur de sanctuarisation des pays pour les pays de l'Est, là où on a déployé un certain nombre d'équipements de base à terre. Et aujourd'hui, vous voyez plutôt des redéploiements conventionnels pour prendre le relais politique de ça. C'était ça votre question? Comment? Que ça, je suis sourd. La question, c'est l'importance stratégique des pays de l'Europe de l'Est face à un ennemi plus à l'Est. Je ne cite personne. C'était si justement on pourrait rejoindre la doctrine du MC48, c'est-à-dire qu'en Europe centrale, ils encaissent le temps qu'il y ait une réintervention, ou si au contraire, il y a des missiles présents. D'accord. Philippe, c'est pour toi? Peut-être deux, trois choses. La première, ce que j'ai mentionné effectivement sur la défense antimissile, n'était pas... Enfin, ce que j'ai dit sur les sites en Pologne ou en Roumanie, c'était simplement de souligner qu'au-delà de la valeur propre de ces sites et de leur contribution à la défense antimissile contre une menace balistique, il y avait aussi une valeur stratégique pour la Pologne et la Roumanie pour renforcer le couplage avec les États-Unis. Ensuite, s'agissant des capacités conventionnelles des pays d'Europe centrale et orientale, on a des situations assez contrastées. On a globalement une augmentation, la fin de la chute des budgets de défense et une augmentation des budgets de défense, à tel point que les 3 pays baltes et la Pologne font aujourd'hui partie des rares alliés dont le budget de défense dépasse les 2% du PIB. Mais on a en termes de capacité effective de ces pays des situations assez contrastées, notamment parce qu'une grande partie du budget de la défense va des dépenses de personnel et le reste, c'est surtout pour des capacités de défense territoriales, ce qu'on peut comprendre de leur point de vue, et donc les capacités de projection, les capacités de contribution des opérations de gestion de crise sont davantage limitées. Ensuite, troisième chose, nous avons depuis 2014 réajusté, réorienté la posture de l'OTAN face à la Russie, et donc nous avons notamment renforcé toute la posture de défense et de dissuasion de l'OTAN en renforçant sa réactivité et en déployant dans les 3 pays baltes et en Pologne ce qu'on appelle la présence avancée renforcée, c'est-à-dire des capacités suffisamment robustes pour obliger l'agresseur potentiel, la Russie dans ce cas-ci, de porter la responsabilité d'une agression militaire. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous avons grosso modo 1 millier d'hommes dans chacun des pays baltes et en Pologne, dont un contingent français assez conséquent, ce n'est pas ce millier d'hommes qui va arrêter les forces russes. En revanche, c'est ce millier d'hommes qui obligerait la Russie à porter la responsabilité d'une agression militaire ouverte plutôt qu'une opération hybride où tout d'un coup on se retrouvait avec des gens qui auraient passé la frontière en autocar et dans une situation un peu trouble. Deuxième fonction de ces forces, c'est de ralentir d'éventuelles forces russes pour permettre le temps
pour permettre aux forces alliées d'arriver et de renforcer cette défense conventionnelle. Puis troisième fonction, du fait de la multinationalité de ces forces dans les pays baltes et en Pologne, il y a une fonction de fil déclencheur, c'est-à-dire que si jamais la Russie devait franchir le territoire de ces pays et donc le territoire de l'OTAN, elle n'aurait pas simplement des forces estoniennes, lituaniennes, lettonnes ou polonaises, elle aurait des forces de plus de la moitié des pays alliés. Donc c'est une adaptation globale de la posture de l'OTAN qui a été faite pour prendre en compte cette nouvelle donne. Merci. Alors, il y avait... Oui. Pardon, juste un mot. Je vais peut-être employer un mot moins diplomatique que toi. Tu dis couplage stratégique. Ce qu'on appelle diplomatiquement couplage stratégique, c'est ni plus ni moins que le chantage fait par les Américains à la réassurance militaire et l'échange réassurance militaire contre achat d'équipements américains, en parfaite violation de l'esprit de l'article 5 de l'OTAN quand même. Parce que vouloir échanger une réassurance militaire qui est dans l'article 5 de l'OTAN par des achats d'équipements, c'est ce qui se passe en Pologne, c'est ce qui se passe en Roumanie. Et quand le budget d'équipement de la Roumanie et 3 ou 4 ans de budget d'équipement de la Roumanie va être utilisé pour acheter du Patriot, dont je ne suis pas sûr que les Roumains ont un besoin urgent et prioritaire, ne laissant la place à aucun autre achat d'armement, c'est le prix à payer pour la réassurance militaire. Et à mon avis, le seul élément qui, à terme, parce qu'on a vu que dans les premiers mois, ça a plutôt été compliqué, le seul élément qui, à terme, a le potentiel politique, stratégique de rééquilibrer ce chantage américain, c'est la coopération structurée permanente, qui va se renforcer progressivement et qui est, pour la première fois au niveau de l'Union européenne, et pas seulement au niveau de chacune des nations européennes, une volonté politique qui est de nature, qui a un potentiel d'équilibrage de ce chantage américain. Merci. Alors, il y avait la question, tu pourras redévelopper après si tu veux, il y avait la question de Nicole, c'est-à-dire autour des problématiques, oui, il y a des interdictions, tu le sais, par exemple autour de FNI, etc., sur les missiles, parce qu'ils étaient nucléaires, autrement il n'y a pas de... il y a des restrictions à l'exportation qui peuvent opérer, mais il n'y a pas de grande convention internationale. Et donc, il n'y a pas de convention internationale. Après la dénonciation du traité ABM, traité de guerre froide, pas de texte. Alors, peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas, il y a peut-être un intérêt à avoir un traité de désarmement dans le domaine, j'en sais rien, mais je ne sais pas. Non, moi je dis, d'abord, je reviendrai juste un instant. On ne parlait pas de la même chose. Moi, je parlais des systèmes de défense antimissiles, couche haute, des GBI américains. Je ne parlais pas du Patriot, même si ce que tu dis sur ce moyen de pression est tout à fait vrai. Pardon, pour ce qui est de la réponse à la question de Nicole, moi, j'apporterai 3 éléments de réponse. Premièrement, effectivement, en l'absence de convention internationale, la France a lancé, en 1999, un code de conduite code de conduite sur les missiles, qui visait au moins à dire vous n'allez pas arrêter d'acquérir ou de développer des missiles balistiques, mais au moins faisons en sorte qu'on limite leurs effets déstabilisateurs. Et donc, par exemple, le fait de notifier à l'avance des tirs de missiles, ça permet, en situation de tension ou voire de conflit militaire, que si jamais il y a un tir qui est prévu, on puisse dire c'est un tir qui est prévu dans le cadre d'essais. Lorsque la France fait ses essais de M51, elle notifie à l'avance ces tirs, idem pour les autres pays, même la Russie a continué à le faire. L'objectif, ce n'est pas simplement que les pays du P5 notifient leurs tirs, mais que l'ensemble des pays le fassent. Et donc, nous avons progressé, et donc on a un certain nombre de pays qui ont adhéré au code, mais aujourd'hui, ils n'avancent pas beaucoup. Deuxièmement, il peut y avoir, et il y a, et ça joue un rôle important, un régime de fournisseurs, c'est-à-dire que les pays qui ont les technologies dans le domaine balistique se mettent d'accord pour ne pas les exporter vers des pays tiers. C'est le cas du MTCR, régime de contrôle des technologies de missiles, qui a été créé en 1987, à l'époque par le G7, et qui s'est un peu élargi et qui a freiné la prolifération balistique, qui joue un rôle important pour identifier les technologies sensibles, pour se dire ce qui peut être utilisé par un pays proliférant dans ces programmes, et donc pour freiner, on a des groupes techniques entre ingénieurs, entre services de renseignement, et ce qu'on peut dire, c'est que si le MTCR n'avait pas existé, on aurait une situation aujourd'hui où beaucoup plus de pays auraient accès à ces technologies-là. Et puis, troisièmement, il peut y avoir des cas où le Conseil de sécurité décide d'imposer
au titre de ses prérogatives, des limitations, voire des interdictions. Ça a été le cas pour l'Irak, pour tous les systèmes d'au-delà de 150 km de mémoire après la première guerre du Golfe. Et c'est, en tout cas certainement dans notre lecture, et dans la lecture de tous les membres permanents du Conseil de sécurité, sauf la Russie, c'est le cas s'agissant de l'Iran, puisque dans la résolution qui a endossé et validé l'accord nucléaire de juillet 2015, nous disons également que l'Iran ne doit pas développer ou tester des missiles qui ont été développés avec l'intention de porter une charge nucléaire. Et donc les Iraniens nous disent la main sur le cœur, mais nous n'avons jamais eu l'intention de développer des charges nucléaires. Il y a même une fatwa que personne n'a vue, mais qui doit bien exister. Et nous disons, on s'en tient simplement aux faits, pas aux intentions. Et un missile capable d'emporter une charge nucléaire, c'est un missile qui rentre dans la catégorie du MTCR. Mais pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de convention internationale, parce que la base du droit international, c'est que ce sont des engagements volontaires et qu'aujourd'hui, les États, à commencer par nous, ne souhaitent pas... Puis tu as quand même derrière ça une philosophie de défense, de légitime défense, quoi qu'on dise, si tu veux, sur ces systèmes, qui va plutôt dans le sens de ce que prévoit la Charte des Nations Unies. Bon, merci à l'un et à l'autre. Merci Antoine, merci Philippe. Merci.